Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand amateur d'entraînement. Quand les gyms ont fermé, j'ai été obligé de me louer un petit local pour pouvoir continuer à progresser. Une fois réouvert, ça m'a laissé avec un bel endroit où mettre mes affaires de chasse et où j'invite à l'occasion des amis pour qu'ils me donnent des entrevues. De fil en aiguille, j'en suis venu à inviter des sauvagiers dont la carrière mérite d'être mise en valeur. C'est là qu'est né le Bunker. Aujourd'hui, Marc Harvey. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God show me the way because the devil's trying to break me down. You know what the Midwest is. Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Harvey, un petit gars natif de l'île aux Coudes. On est tombé dans la chasse de bonheur. Comme on pourrait dire, je suis comme Obélix, moi j'ai tombé assis dedans très jeune. Mes parents élevaient des outardes, alors je peux vous dire en affaire que des oiseaux, j'en ai vu, j'en ai côtoyé, j'en ai apprivoisé. J'ai passé par toutes les émotions qu'on peut pas vivre à cette époque-là. On remonte très très longtemps, là. Ça fait que c'était une super belle époque. Veux pas, à l'île aux Coudes, c'est un petit peu comme les îles de la Madeleine. C'est vrai, à l'époque, c'était vraiment une chasse de subsistance. Et mon père chassait depuis que je me souviens. Puis, c'était vraiment nécessaire pour nous autres parce qu'on n'avait pas des gros salaires. Mes parents gagnaient pas cher les deux. Puis écoute, la chasse faisait partie de notre mode de vie. C'était obligatoire. Si on tuait pas, on mangeait pas de viande. T'as pas compris? C'était à peu près ça. Jamais manqué de rien. Mes parents ont tout fait comme on n'a jamais manqué de quoi. Mais la chasse faisait partie de notre culture. C'était imprégné dans nous autres. C'est dans notre sang, ça. Veux pas. Quand on vient de ces coins-là, j'ai toujours dit à tout le monde, quand t'habites Saint-Île, t'apprends une chose, c'est que tout se mange. Ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est ce qui fait que on continue là-dedans, puis on chasse à peu près toutes les espèces qu'on peut chasser qui circulent autour de nous autres. Même si des fois, les gens ont un petit dédain des canards de mer en disant que la viande est moins bonne. Quand t'es élevé avec ça, c'est pas si mauvais que ça. Tu apprends à l'apprêter pour que ce soit de plus en plus meilleur, puis on se fait au goût à ça. Puis c'est une viande qui est très riche. Hein. C'est une viande qui est noire, ben c'est rouge foncé. Fait que on apprend à vivre avec ça. Puis comme on dit un petit peu, c'est de la viande qui nous rend un petit peu hyperactifs. Fait que tu sais, moi assis comme ça, là, pas capable. Ben de la misère avec ça. Fait que quand on vit sur une île, on n'a pas le choix. Si on veut survivre, faut faire affaire avec toutes ces affaires-là, sinon on est fait de l'os. Tes premières chasses, tes premiers gibiers? Écoute, j'ai accompagné mon père dans mes plus vieux souvenirs, là. J'ai accompagné mon père, je devais avoir 4 ou 5 ans. Parce qu'on chassait. Écoute, moi, j'habitais directement sur le bord du fleuve. On partait à pied, on faisait 200 pieds, puis on était rendu dans notre cache. T'sais, on était assis dans la vitrine de la maison, là, puis on voyait les oiseaux sur le bord de la plage. Fait que, tu sais, on était vraiment proche. Fait qu'aussitôt que mon père partait pour aller à la chasse, écoute, le petit cul en arrière, avec sa petite carabine à plomb, ah ouais, go, on suit bébé, puis on s'en va à la chasse. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Veux pas, quand on vit là-dedans,
la maladie nous pogne, à un moment donné, on voit les gens, tu sais, veut pas, mon père allait chasser à Cap-Tourmente de temps en temps. Pour ceux qui ont connu ce coin-là, tu sais, tout le monde se parquait sur le bord du chemin, puis aussitôt que les oies traversaient le chemin, les oies, ben les outardes, c'était à go, tout le monde tirait, puis c'était ceux qui couraient plus vite dans le champ qu'allaient chercher moins d'eau. Ben, j'ai appris à courir bien de bonne heure. Je peux vous dire une affaire que mon père, il avait pas de chien, c'est moi qui le faisais. Ah ouais, go, cours dans le champ chercher les oiseaux. Quand on se rendait là-bas, veut pas, ben on rencontre les gens sur place. Fait que, vers mes 18 ans, je parle avec les directeurs à l'époque, puis ils me disent, j'aimerais ça, accompagner vos chasseurs si je peux. Fait que le monsieur, il dit, t'aimerais-tu ça? Il dit, t'as l'air d'être craqué, t'aimes ça, tatata. Je dis oui. J'ai dit, j'aimerais bien ça. Fait que, premier automne, Cap-Tourmente, en way go, dans le temps qu'on chassait avec les chevaux, c'est battu au large. C'est sûr, à l'époque, l'idée, c'était pas comme aujourd'hui. L'idée, à l'époque, c'était, écoute, on faisait ça la fin de semaine, parce qu'on allait à l'école la semaine. On faisait ça par plaisir et non par salaire. Puis, souvent, là, le jeune guide, ben, les gens qui allaient là, c'était des gens assez fortunés. Fait que, vider des trous de boîte, là, c'était pas le job eux autres. Le petit guide partait avant, avec les chaudières, on enlève la base, on vide les trous d'eau. Le gars arrivait avec la calèche, déposait les clients là, les clients s'assisaient dans la cabane, puis veut pas, moi je savais caler, fait que les clients disaient, quand tu t'es assis là, mon homme, en white call, puis fais-nous rentrer des oies, on va avoir du fun. Puis je vous le dis, là, à l'époque, là, un bon guide, là, on parle d'une époque là, bien reculée, là. On parle qu'on avait le droit à 5 oies blanches par matin par personne. On allait là-bas, là, puis si un guide faisait tuer 2 ou 3 oies à ses clients dans une journée, t'étais le plus hot du monde. Je peux vous dire, t'arrivais au kiosque d'accueil, là, hey, lui, il est hot, il nous a fait tirer 3 oies chaque, c'était écœurant. C'est sûr qu'à l'époque, on parlait d'une population d'oies blanches d'à peu près 125 000 oiseaux. C'est pas les populations qu'on a aujourd'hui. Mais avec l'évolution des populations, les quotas ont monté, puis là, la pression sur les guides est venue de plus en plus forte. On a vu ça, là. Quand la limite a passé à 8, là, si on ne tuait pas 5 ou 6 oiseaux par gars, il n'est pas si bon que ça. Après ça, ils ont passé à la limite à 12. Là, si tu n'en tuais pas 8 à 10 par gars, tu n'étais pas si bon que ça. Et ainsi de suite, jusqu'au temps qu'ils nous montent ça à 20. Quand j'ai vu aller ça, OK, au début, j'ai fait ça à Cap-Tourmente. Après ça, je me promenais, moi, puis je regardais, puis il y a une petite place où à Saint-Anne-de-Beaupré, là, ils appellent ça les Factory Outlets, là. Il y avait un bout de plage qui était à vendre. Fait que, prends le numéro de téléphone, appelle. Le gars, il dit, je vends ça 1500 pièces, 500 pieds de berge. C'est pas construisable, c'est dans la mer. Je dis, moi, c'est en plein ce que ça me prend. Fait que j'ai dit, garde, j'achète ça, puis je m'installe là, puis je commence à guider les fins de semaine. Fait que là, pour des petites annonces, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, les cellules-là n'existaient même pas. Fait qu'on posait des petites annonces dans le Journal du Québec, le monde, il t'appelait, il te réservait une journée, donnait le point de rendez-vous, il arrivait à telle heure, en way go, on se rendait là-bas. J'ai m'étais installé 3 caches, une d'un bord de mon secteur, une de l'autre bord, puis une en plein milieu, puis quand j'avais acheté ce petit coin-là, j'avais ciblé la partie qui était devant où ce que j'ai acheté. C'est la seule place où il y avait une chaîne de rouge quand la marée avance. J'ai dit, OK, ça va être un bon spot. Fait que j'ai commencé là. Malheureusement, le développement immobilier a fait qu'on s'est fait tasser, puis les municipalités passent des règlements qui fait qu'à un moment donné, il faut se déplacer. Fait que c'est là que j'ai migré vers la Rive-Sud. On monte à une trentaine d'années passées. On va à Lillette, on va essayer de trouver des places, mais à l'époque, on s'entend, là. Tous les chasseurs étaient regroupés à la même place, les oiseaux étaient tous au même endroit. Montmagny, Lillette-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, Cap-Tourmente, là, c'était le secteur où les oiseaux étaient tous. Fait que je trouvais un petit coin accessible, pas trop difficile, puis qu'on peut s'installer, c'était assez difficile. Réussi à m'en trouver un petit spot à Lillette. Ceux qui connaissent la croix de Lillette, là, je chassais juste au côté, il y avait une petite pointe, petit tas de roches, on était capable de s'installer, puis direct en face, à Marabosse, il y a une petite île qui venait de dégager, on était capable de descendre au large. Mais écoute, hey, on parle de la vase aux genoux. Hey, il fallait avoir du cœur pour embarquer les poches d'appelant, le fusil, le bagage, les chaudiers. C'était un cauchemar. Dans les années 90, on a la première explosion d'oies blanches. Là, on se rend compte qu'on est au bord de l'eau. On voit les oies partir le matin, ils nous sautent par-dessus la tête.
puis ils s'en vont dans le champ. Ils reviennent dans la fin d'après-midi. Fait que ton champ, c'est le matin, c'est tranquille dans la journée. Prends mon truck, je vais trouver aller voir est-ce qu'elle s'en va, tabarouette. Il y avait un champ pas tellement loin de ce qu'on était là, un cultivateur avait fait son bledin, toutes les oies étaient dedans. J'ai dit, viens-tu comprendre quelque chose, là? Ouais, je pense que je vais essayer ça demain matin. Je dis au client demain matin, hey, on va pas au chasser au bord du fleuve, on s'en va dans le champ. On marque les oies, ils sont au bord du fleuve, ils sont pas dans le champ. Je pense qu'ils vont aller dans le champ. Fait qu'après ça, là, j'ai dit, tiens, c'est là que ça va se passer. Pas de vase. On n'est pas, veut pas. Tout l'estuaire du Saint-Laurent, on est géré par 25 pieds de marée. C'est pas évident de monter le stock, descendre le stock avec la marée tout le temps. Remonter les oies, puis remonter le stock. Au champ, on s'installe, on se fait des caches, on n'est pas obligé de bouger. Tabarouette, c'est-tu plaisant un peu? Puis là, les clients ont commencé à apprécier ce genre de technique de chasse-là. Puis ça a augmenté tranquillement pas vite. Veux pas. Quand on arrive au bord de la trentaine, ben là, la famille arrive, les enfants arrivent. On peut pas aller à la chasse autant qu'on veut. Fait que là, on met un petit peu le service de guide de côté, on y va pareil, mais beaucoup moins qu'avant. Pendant 7 ou 8 ans, on diminue ça un peu. Après ça, hops! Quand les enfants sont grands, comme on dit, l'élastique vient s'étirer un peu, en way go, on y va. Fait que là, on redécolle, on remet les annonces, on repart ça en grand, puis c'est là que j'ai décidé. Moi, j'avais dit à mes patrons à l'époque, parce que je travaillais sur la construction, j'ai dit à mes patrons, les gens parlaient de liberté 55 pour prendre leur retraite à 55 ans, puis moi, je leur avais dit liberté 45. Je me suis viré tout le temps de la face à mon boss. Je rentre dans le bureau, la journée de mes 45 ans. Je regarde mon boss, tiens, boss, le cellulaire, les clés, les papiers de la compagnie. Moi, je prends ma retraite là. Il me regarde. Il dit, t'es-tu fou, toi? Il dit, ben, j'ai besoin de toi. Oh, moi. Moi, mes heures sont faites. Il dit, je suppose que tu t'en vas à chasse. C'est en plein, ça, mon ami. Je m'en vais à la chasse à temps plein, puis là, je m'en vais m'amuser. C'est là que j'ai redécollé ça à temps plein, 7 jours par semaine, tout le long de la saison. Quelques petites anecdotes de chasse. Hey, à un moment donné, là, j'ai reçu des clients. On est 4 gars. On part un matin, on s'en va s'installer, installe le setup, toute la gang. On est caché dans ce temps-là, on était caché dans un fossé. C'est mal placé. On est 4 gars, j'avais formé un petit groupe, il n'y a aucun des gars qui se connaissait. Fait qu'à un moment donné, là, les gars commencent à rentrer, puis là, on tire quelques blanches, puis on tire quelques blanches. Puis là, ça allait. Puis là, à un moment donné, je regarde les gars, je dis, les gars, il y a 4 blanches qui s'en viennent. J'ai dit, préparez-vous, là, mais quand je donne le go, là, il y a une grosse bande qui rentre en arrière, faut pas entendre trop de coups de fusil parce que je veux que les autres rentrent en arrière. Hey, c'est pas des farces. On s'est levé. Quand j'ai donné le go, là, on s'est levé. 4 gars qui se connaissent pas, là. Ça a fait, pow! Les 4 blanches en même temps à terre. Moi, j'en revenais pas. Ça, c'est dans mes beaux souvenirs de chasse. À un autre moment donné, on s'en va à la chasse à l'outarde, mois de décembre. Il devait être 7 ou 8 décembre. Tu sais, quand dans le fond des canals, il y a un petit gelé d'à peu près 3/4 de pouce. Là. Juste pour dire que ça te supporte, mais fais pas de niaiserie, sinon tu défonces dans le canal plein de vent. Fait que là, à un moment donné, les jutards commencent à rentrer, puis là, on tire des jutards. Puis il y avait un gars dans la gang, il était vraiment pas grand, puis il avait toujours le fond de culotte en terre de ses culottes. Puis il était toujours au bout de la gang. Fait qu'à un moment donné, il fallait aller chercher des jutards au bout. Fait que, tu sais, des cotons bleu d'Inde avec un petit peu de neige, là. C'est envargé un petit peu. Fait que j'ai dit, cours à la course, va chercher les jutards là-bas, puis viens-t'en le plus vite que t'es capable. Écoute, il y a les chevilles à côté des genoux, puis les genoux à côté des fesses. Ça part à travers les cotons bleu d'Inde, cette affaire-là. Une fouille par en avant, une fouille par sur le côté, une fouille sur l'autre bord. Ramasse les 2 gros jutards, il s'en vient.
Là, je regarde au loin, une autre famille d'outardes qui rentre. Là, j'y fais signe. Cours dans le canal, mon homme. Cours dans le canal. Hey, il part. Mais tu sais, au bord d'un fossé, t'as toujours une bordure de végétation. Il arrive, il y a deux grosses outardes de même dans les mains. Il arrive au bord de la végétation. Hey, les deux bras jamais là. Ça part comme un missile. Je regarde dans le canal de côté. Tout ce que je vois, c'est deux petites pattes qui font ça de même. Là, je collais pour faire rentrer du tard. Là, je regarde, la glace a défoncé. Il est enfilé tête première par en avant. Il y a deux bras de même en arrière. Hey, là, je regarde les gars. Et les gars, excusez, là, j'ai pas le choix, vous voyez, il va se noyer. Il vient de planter tête première. Je suis arrivé au côté. Poigne les deux jambes, tire là-dessus. Hey, c'était le temps qu'il rentre de l'air. Mais, vous savez, des fois, les fonds de cultivateurs, les fonds de fossés, là, tu sais, l'espèce de vase noir. Hey, il était noir. Jusque-là. En tout cas, là, son surnom a resté longtemps. À tous les fois qu'il venait à la chasse, là. C'était incroyable. Mais rire, là. Ah, ça avait pas de maudit bon sens. Ça, c'est dans des belles histoires pour avoir du fun, là. C'est épouvantable. À un autre moment donné, on part, on s'en va chasser au bord du fleuve. On tue 5-6 oiseaux au bord de l'eau. Fait que j'ai dit au gars, restez là, je vais passer m'aller chercher. J'embarque avec les waders. Il y a 5-6 oies blanches dans le bord. J'en ramasse 2-3. Les deux ornières, là, sont comme, tu sais, au bout du fusil, mais t'es pas capable de les ramasser. T'es à la limite de tes bottes. Fait que pogne les waders, serre le lacet, puis avance un peu, puis là, il arrive à une vague, tu lèves de terre, ramasse une blanche, viens pour ramasser la deuxième, perds le fond. Hey, là, je suis dans la misère en crif. La marée est en plein baissant. On est sur une pointe, puis il y a une grande baie. Là, les oies sont toutes en dessous de moi, puis à toute fois qu'il arrive une vague, ça me lève de même. Puis là, je perds le fond, puis à un moment donné, je perds le fond complètement, puis le courant me sort au large. Hey, sacrifice. Là, dans ma tête à moi, je suis dans le trou. J'ai beau crier aux gars, hey, les gars, venez me chercher, faites quelque chose. Il n'y a pas un gars qui veut se saucer à l'eau. Je pars à dérive. Mais là, j'étais là, puis les pieds, là. T'as beau t'étirer les pieds au bout, puis t'as plus de fond, là. Tout ce que je vois, c'est du fleuve qui descend. Ils vont encore les garde-côtes, il n'y a pas moyen. Puis je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, mes deux pieds ont accoté sur quelque chose à peu près à 250 pieds au large. Mes deux pieds ont pogné quelque chose. OK. Étire les orteils, il ne bouge plus de l'eau, on va attendre que la marée redescende. Quand la marée redescendue, il y avait une roche, d'après moi, c'était un gros mât de maison. Si je ne pogne pas ce roche-là, il n'y a rien que cette roche-là, je m'en vais direct au large. Mais ça, là, ça reste toujours dans mes bouts de chasse où je me suis dit, c'est fini. Ils vont me ramasser aux îles de la Madeleine direct en bas, c'est certain. Ça faisait partie des méchantes péripéties. Hey, on en voit de toutes les couleurs. Tu sais, à un moment donné, là, on tue des oies. Fait que là, on m'a dit, OK, les gars, on tire pas, là. Je vais aller chercher les oies en avant. Grouillez pas, là, mais s'il en arrive, là, s'il vous plaît, je suis en avant. Tirez-moi pas dessus. Je pars à la course, commence à ramasser les oies, puis là, j'entends les gars crier dans la cage, viens-t'en, il y a des oies qui arrivent. Je dis aux gars, ça sera pas long, je m'en reviens. Je viens pour pogner la dernière oie blanche, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a 3 oies qui m'arrivent par-dessus la tête, puis viennent pour se poser en avant de moi. Hey, toute la gang de gars se lève en même temps. J'ai vu lever le peloton d'exécution. Hey, direct dans la rampe de l'Inde, mon homme, hein, tu sais, dans la petite baisseur. Hey, je voyais passer les billes, juste ça par-dessus moi. Hey, et là, j'ai eu un fret dans le dos. Pas rien qu'à peu près. Un des moments les plus cocasses de ma carrière de guidage, c'était avec un de mes chums. On est assis dans la cage, puis la chasse, ça va bien. Pas on tue des oies, pas on a du fun. Puis une pile d'oies blanches à côté de nous autres. Ça tombe, les oies par envoyer. À un moment donné, mon chum, il en prend une sur le tas. Il me regarde, il dit, check Marc, il dit, ça là, il dit, c'est le nouveau corps de Marc Harvey. Puis il pogne une oie blanche, puis il commence à la pomper, puis là, t'entends les sons qui sortent, parce qu'il retrouve un petit peu d'air dans les poumons des oiseaux quand on les tue. Puis là, il commence à jouer avec. Puis là, il la faisait coller. Hey, il était tout crampé en deux, c'est dans la cache. Il pogne la blanche, il la met sa pipe. Et on est tous restés saisis. Elle se lève debout, elle nous regarde, elle part à la course, elle décolle, puis elle sac son camp. Je regarde mon chum, j'ai dit, toi, mon homme, là, tu touches pas un oiseau de la journée. J'ai dit, tabarouette, tu l'as ranimé vierge. Probablement que
Ça, c'est quand on a commencé à chasser avec la bille d'acier. Probablement qu'elle était juste bien assommée. Puis c'est quand on ramasse vite puis qu'on met ça là, on regarde pas tout le temps. Ça arrive je sais pas combien de fois. À un moment donné, tu regardes dans la cage, tu vois une moutarde ou un noix qui sort à la course, puis elle part. Parce que les gars les ont pas rachevés ou se sont pas rendus compte qu'elle était complètement morte. Fait que ça, là, ça a fait partie des belles anecdotes de chasse qu'on a eues, là. Pour avoir du fun, mais pour dire, tu sais, tu restes surpris en tabarouette. Your necklace and next these Mike Jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the Shy with death is. Lord, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. It's kinda hard getting choked by detectives. Yeah, and I check the method. They be asking us questions, harass and arrest us. Saying we eat pieces of like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of what's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act the fool, but I'll be gone to November. I got to move. I hope God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. L'avenir du guidage, comment tu vois ça? Eh boy, Où est-ce que toi t'es rendu? c'est un désastre. Là, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on guide. Moi, je commence ma 37e année cette année. Ça fait que, oui, j'en ai plus de fêtes qu'il m'en reste à faire. On s'entend, le corps est vieilli. À un moment donné, il faut y penser à la retraite. C'est dommage parce que, tu sais, les 30 dernières années, là, mettons les 20 premières années du guidage, la majorité des guides, c'était tout artisanal. Chaque guide avait son petit territoire, elle faisait sa petite affaire, puis c'était vraiment, tu sais, c'était personnalisé. Depuis quelques années, là, tabarouette. Là, on voit apparaître des services de guides. 4, 5, 6 équipes de guides. Ça met une pression épouvantable, premièrement, à ces agriculteurs, parce que pour être capable d'avoir 6 équipes de guides, si tu veux que tes gars fassent des belles chasses à toi le matin, ça prend au moins 6 bons champs par matin. Les gens qui décident de faire ça se mettent une pression monumentale sur la tête pour guider quand, pour ma part à moi, ça devrait rester artisanal. Chaque guide devrait avoir son petit coin ou, tu sais, des petits secteurs dans chaque... Pas obligé d'avoir de réserver des terres au complet. D'avoir des petits secteurs dans chaque région pour qu'il soit capable de satisfaire la clientèle de chaque région qui vient chasser avec lui. Mais là, on voit des gros services de guide qui prennent des 5-6 équipes, qui essaient de réserver tous les cultivateurs, le maximum qu'ils sont capables, en allongeant souvent des gros montants d'argent. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la clientèle qui se ramasse à payer des gros prix exorbitants pour aller chasser. Je regardais la chasse à l'orignal il n'y a pas tellement longtemps. Mettons entre 5 et 6 000 $ pour un chalet VIP, parc de Matane, territoire 7, meilleure zone. Ça coûte à peu près 5 000 pour 4 gars. Ils sont là 4 jours. À peu près 500 $ par gars. Et là, c'est rendu pour aller chasser à la plume. C'est 400, 450 $ par gars par matin. Beaucoup de services de guide. Moi, j'ai de la misère avec ça parce que le côté argent puis le côté guidage, ça fait pas bon ménage. La seconde qu'on se met à mettre beaucoup de pesos dans une équation qui va bien avec des amis, ça vire jamais bien. Moi, c'est ce qui me fait le plus de peine parce que tout le monde se plaint que des nouveaux chasseurs, il y en a de moins en moins. On le sait, la chasse depuis 15 ans, c'est mal vu. Les anti-chasseurs n'arrêtent pas de nous le plomber sur la tête, qu'on ne devrait pas aller à la chasse, qu'on ne devrait pas tuer des animaux, puis tatati. C'est de plus en plus mal vu. On a beaucoup de difficultés à recruter des jeunes pour les amener à la chasse. À part que ceux qui sont vraiment, comme moi quand j'étais jeune, assis dedans. Les jeunes qui connaissent pas ça, les parents qui connaissent pas ça, ont de la difficulté à s'initier à ça parce que c'est très mal vu. Puis de l'autre côté, ils essaient d'aller à la chasse par eux-mêmes. Ils sont pas capables. Pourquoi? Parce que
des services de guide réservent des pays au complet, des régions au complet. Tu sais, t'as 3 services de guide dans un secteur, ils ont toutes les terres. Comment que le jeune peut apprendre? Comment que le père peut montrer à son enfant à adorer cette activité-là par passion? C'est impossible. La seule chose qu'on voit apparaître, c'est le côté monétaire. Des nouveaux services de guide, on en voit apparaître 3-4 à toutes les années. Ils font 3-4 ans, ils ferment parce qu'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Écoute, je le fais encore 7 jours par semaine pendant toute la saison. Des fois, j'ai quelques amis qui viennent me donner un coup de main, sinon je fais ça tout seul. C'est pas évident, c'est fatigant. Tous ceux qui sont venus en stage, que ce soit de l'école de Duchesnay ou de d'autres endroits, ils m'ont tous dit après 15 jours que j'étais fou. Probablement, je suis fou. Faire ça 7 jours par semaine tout seul, à partir du 1er septembre, aller jusqu'au fêtes, ça n'a quasiment pas d'allure. Par contre, quand t'as ça là, quand t'as le guidage là, parce que la chasse pour toi, c'est là que ça va bien. C'est là que les gens le voient dans ce que tu donnes, dans ce que tu redonnes à tes clients. Écoute, après 37 ans, moi, je sors à toi le matin, c'est comme si c'était mon premier matin d'ouverture, petit cul avec mon père à 12 ans. C'est encore la même affaire. Mais ceux qui sont là juste pour ça, c'est sûr que c'est pas là. Ils sont pas la première journée à 12 ans avec le père quand ils sortaient la première fois. Ça, c'est certain. Parce qu'ils sont là juste pour le côté monétaire. Puis on s'en rend compte. Moi, ce que je trouve le plus déplorable, c'est que je l'entends parler depuis 3 ou 4 ans. C'est le surbooking. C'est que les guides vont prendre, mettons, 3 groupes de clients dans le même matin. Ils vont céduler ça dans son horaire. Ils vont prendre le dépôt de ces clients-là ou ils vont prendre la ramasseur. Le client prend sa journée de congé. Le guide les appelle la veille parce que lui, il y a juste un guide ce matin-là. Il faut qu'il en cancelle 2. Tire à pile ou face, cancelle 2, en prend un. Ça fait que ces 2 groupes-là ou ces clients-là se ramassent le bec à l'eau. Pourquoi? Je le sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont appelé pour me demander la veille. T'as-tu une place pour moi demain matin? Je viens de me faire choquer. Parti des îles de la Madeleine, je descendu au Lac-Saint-Jean, ça vient de me coûter 500 pièces. Puis le gars, il vient me dire, demain matin, ils ne sont pas parce qu'il n'y a pas de voie au lac. Moi, je suis pas capable de laisser un gars de même dans la marde. Je les sors pareil, même si ça grossit mon groupe, c'était pas grave. Il y a des gars qui aiment pas ça, il y a des gars qui aiment ça. Ça dépend, on peut pas plaire à tout le monde. Mais le surbooking de même, je trouve ça bien ordinaire. On dirait que c'est pour l'appât du gain, c'est pour je sais pas quoi, c'est pour empêcher le client d'aller voir un autre service de guide, parce qu'on s'entend que quand j'ai commencé à l'époque, on était quoi, une vingtaine de guides dans toute la province, là, il y a plus que 250 services de guide dans toute la province. Puis la clientèle, à partir des années, on parle de 75 000 permis de sauvagine vendus dans les années 80, puis là, on parle d'à peu près 45 000 permis. Pour 10 puis 15 fois plus de services de guide qu'avant. La pression est énorme sur les oiseaux, la pression est énorme sur les agriculteurs. Puis je pense que les nouveaux services de guide qui partent dans cette ligne-là se mettent une pression énorme qu'à un moment donné, la clientèle va venir elle va être très dure à satisfaire. On le sait, elle est déjà difficile à satisfaire. Tu sais, on sort le matin au printemps, t'as beau lui dire que au printemps, quand on a tué 25-30 oiseaux, on a fait un maudit beau matin. Puis quand il y en tue 10, ils sont pas de bonne humeur. On chasse un oiseau printanier qui a été chassé pendant 10 mois. Tabarnak, attendez un peu. L'oie blanche a une pression de chasse énorme dessus. Elle devient de plus en plus farouche. C'est de plus en plus difficile pour les services de guide. Moi, je pense que les années qui s'en viennent seront pas faciles. Surtout là, on vit une diminution de population. La grippe aviaire y a fait mal. On a perdu presque 50% de notre population d'oiseaux. C'est pas fini parce qu'on a vu cet hiver encore. On parle de 2024. Là. On a vu des étangs où il est rempli d'oiseaux morts à cause que la grippe aviaire continue à faire son ravage. Les relevés du ministère vont nous le dire. Dans les prochains mois, la population d'oiseaux qu'on a approximative, on s'entend que c'est toujours un approximatif, mais on s'en rend compte. Les gros troupeaux d'oiseaux qu'on voyait avant, on les voit plus comme avant. Pour finir, moi, j'ai guidé pendant
plusieurs années, je vais continuer à le guider encore plusieurs années pour une raison. Je veux partager la passion que j'ai là. Je veux la transmettre à plus de monde possible. Depuis 5 ou 6 ans, j'ai même avec la Fédération chasseurs et pêcheurs du Québec, Héritage Faune, j'ai même mon propre service de mon programme relève qu'on appelle pour initier des jeunes. On en amène à chaque année pour leur donner la petite flamme qu'il y a ici. Tu sais, quand tu vois arriver, là, ces petits oiseaux-là, le train d'atterrissage sorti, là, puis les ailes barrées, là, ceux qui vont chasser ça le savent. Là. Ce que je veux dire, là. Ce petit bout-là, là, ça, là, je me tannerai jamais de voir ça.